Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 septembre 2025 et notre ami le colonel Jacques Beau est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, colonel. Merci de m'avoir de nouveau invité sur l'émission. Merci. Colonel, commençons par le cas de l'État palestinien. Nous avons appris, nous savons que le gouvernement britannique, ainsi que l'Australie et le Canada, ont reconnu l'État de Palestine. Beaucoup de gens dénoncent l'hypocrisie du gouvernement britannique. D'un côté, ils essayent d'aider Israël militairement et en matière de renseignement. L'avion espion survole simplement Gaza, recueille des informations et les transmet aux Israéliens. D'un autre côté, ils poussent pour une solution à deux États. Et d'ailleurs, Israël n'a pas été satisfait de la nouvelle décision de la part de ses gouvernements. Comment voyez-vous la situation de l'État palestinien? Pensez-vous que cette reconnaissance pourrait d'une certaine manière bénéficier à l'État palestinien? Ou s'agit-il simplement d'une posture politique qui ne signifie pas grand-chose pour la Palestine? Eh bien, vous savez, c'est un peu comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est certainement une avancée positive que, disons, un pays occidental reconnaisse la Palestine, car jusqu'à présent, environ 150 États reconnaissaient l'État de Palestine, mais ceux de l'Occident, les États-Unis et l'Europe, refusaient de reconnaître cet État. Donc, c'est un bon pas en avant que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, et probablement demain la France aussi, reconnaissent l'État de Palestine. Mais il faut rester très modeste. Je veux dire, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité à ce sujet. Parce que tout d'abord, cette reconnaissance, qui d'ailleurs a déjà été formalisée à l'ONU, puisque l'État de Palestine est déjà reconnu comme un État par les Nations Unies, il a un statut d'observateur. Elle n'a pas le statut de membre à part entière, parce que les pays occidentaux l'ont refusé. Mais elle est déjà reconnue comme un État. Vous savez, c'est un peu comme le Saint-Siège ou le Vatican, qui a été reconnu comme un État, officiellement un État, mais qui a le statut d'observateur à l'ONU, tout comme la Suisse jusqu'en 2002. La Suisse était un État observateur, mais l'État suisse était reconnu. Donc aujourd'hui, la Palestine a un statut très similaire, ce qui constitue déjà un progrès. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune incitation en Occident, parce que le reste du monde n'a probablement pas le poids politique pour le faire. Mais en Occident, il n'y a aucune incitation à donner suite à cette reconnaissance. Au final, on se contente de reconnaître que l'État de Palestine existe. Et c'est tout. Cela n'a rien à voir avec une quelconque stratégie visant à engager un dialogue qui mènerait éventuellement à une solution du conflit israélo-palestinien. Et c'est d'ailleurs inquiétant, car on constate que tous ces pays, qui, soit dit en passant, ont tous des problèmes internes, ce qui est particulièrement vrai pour Keir Starmer au Royaume-Uni et Emmanuel Macron en France. Évidemment, cette reconnaissance est davantage liée à la situation intérieure de leur pays qu'à l'amélioration de la situation en Palestine. Car en même temps, comme vous l'avez justement souligné, avec les vols d'espionnage menés depuis Chypre par la Royal Air Force et d'autres pays d'ailleurs, qui ont également fourni des renseignements aux Israéliens, ainsi que la livraison d'armes, ce qui inclut la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, évidemment. Donc cela signifie que, d'un côté, on donne un petit quelque chose aux Palestiniens, et de l'autre, on fait tout pour alimenter et entretenir le conflit. Il y a donc une certaine forme d'hypocrisie. Il y a un autre aspect qui me dérange, car par exemple, la France, ce qu'Emmanuel Macron a dit, c'est qu'il est prêt à reconnaître l'État de Palestine, mais à une condition. Ces États doivent être désarmés. Le Hamas doit être désarmé. La Palestine doit être désarmée. Ne pas avoir d'armée. Et ainsi de suite.
Donc reconnaître l'État de Palestine est une chose. Faire de la Palestine un État souverain en est une autre. Et il n'y a absolument aucune initiative au sein de la communauté occidentale pour faire de la Palestine un État souverain. Tout d'abord, évidemment, comme nous l'avons mentionné l'année dernière sur votre chaîne, vous vous souvenez peut-être qu'à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, la Cour internationale de justice, c'était en juillet dernier si je ne me trompe pas, la Cour internationale de justice a statué que l'occupation par Israël des territoires palestiniens, ce qui concerne Gaza, mais aussi la Cisjordanie, est illégale. Et la Cour internationale de justice a appelé tous les États membres de l'ONU à veiller à ce qu'Israël évacue ces zones et permette aux Palestiniens d'avoir leur propre établissement dans ces espaces. Jusqu'à présent, comme vous l'avez probablement remarqué, il n'y a absolument aucun pays qui ait pris la moindre mesure pour mettre en œuvre cette résolution. Je veux dire, après la décision de la CIJ, il y a eu une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant à Israël de retirer toutes les colonies et tous les colons. Ils devraient retourner en Israël. Mais aucun pays occidental n'a même suggéré qu'il aiderait à mettre cela en œuvre. Cela signifie que nous reconnaissons la Palestine, ce qui n'est qu'un simple geste politique, mais nous ne faisons rien, pratiquement rien, zéro, pour aider les Palestiniens à avoir leur propre pays souverain. Et cela devrait être l'objectif principal, puisque la Cour internationale de justice a statué que les soi-disant territoires palestiniens occupés sont palestiniens et non israéliens, et que les Israéliens doivent quitter ces territoires. Je veux dire, que nous faut-il de plus? De toute évidence, il faut faire appliquer cette décision. Et nous avons la France, qui tient absolument à affirmer qu'elle déploie des troupes pour l'Ukraine et ailleurs, forces de réassurance, garanties de sécurité et tout cela. Mais en même temps, elle ne fait strictement rien pour mettre en œuvre ne serait-ce que l'existence d'un État souverain en Palestine. Il y a donc ici quelque chose d'extrêmement troublant. L'Occident ne fait en réalité ce geste que pour calmer son opinion publique intérieure. Point. C'est tout. Mais il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. Il n'exerce aucune pression sur le gouvernement israélien pour appliquer les résolutions de l'ONU. Et donc rien ne changera vraiment pour les Palestiniens. De plus, si l'on regarde, cela est lié à la souveraineté de la Palestine, car à la fois le Royaume-Uni et la France, comme je l'ai dit, ont posé des conditions à l'existence de cet État, à savoir désarmer le Hamas et ce genre de choses. Et ici, il y a aussi une sorte de question doctrinale. Vous savez, la pratique habituelle à l'époque moderne, lorsque nous reconnaissons des États, d'abord, nous reconnaissons des États, pas des gouvernements. Et c'est très important. Quand nous reconnaissons un État, cela signifie que nous reconnaissons qu'un État, la Palestine, la France, la Suisse, peu importe, existe indépendamment de qui dirige cet État. Le problème, c'est que nous avons déjà vu cela avec le Venezuela, par exemple, pendant le précédent mandat de Donald Trump. À cette époque, vous vous souvenez, il y avait toute cette question avec Maduro, Juan Guaido et tout ça. Le problème était que les pays occidentaux, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et d'autres, ont cessé de reconnaître le Venezuela en tant qu'État, mais ont commencé à reconnaître le gouvernement de Maduro. Et donc, ils ne voulaient pas reconnaître Maduro et préféraient reconnaître Juan Guaido. Et lorsque vous commencez à reconnaître des gouvernements au lieu d'États, cela signifie qu'en réalité, vous vous immiscez dans la politique intérieure. Vous savez, si vous dites « Eh bien, je reconnaîtrai la France, mais seulement si elle a un gouvernement socialiste ou autre », alors vous essayez d'influencer la politique locale. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous reconnaissez, disons, un pays comme la France, vous reconnaissez le pays
l'État. Point final. Ensuite, il peut y avoir un gouvernement de gauche, de droite ou n'importe quel autre gouvernement. Ce n'est pas le problème. Vous reconnaissez l'État. Et ensuite, selon le résultat des élections, il peut y avoir un gouvernement de droite, de gauche ou autre. C'est alors à votre diplomatie de trouver la bonne ligne de communication, si vous le souhaitez, pour dialoguer avec ce pays. Mais la reconnaissance n'est pas liée au gouvernement en place. Alors pourquoi faisons-nous cela pour la Palestine? Quand on dit, eh bien nous ne les reconnaissons que s'ils désarment le Hamas. La reconnaissance d'un État n'est pas une récompense. Ce n'est pas un prix. Reconnaître un État, c'est simplement reconnaître un fait géopolitique. Et ensuite, quand cet État existe, quand vous reconnaissez cet État et que vous en reconnaissez un autre, comme Israël. D'ailleurs, pourquoi reconnaissons-nous Israël? Il n'a pas de territoire défini, ce qui est normalement une condition pour qu'un État soit reconnu. Israël n'a jamais défini ses frontières, donc il n'a pas de territoire défini, mais nous reconnaissons quand même Israël comme un État, même si Netanyahou en est le chef de gouvernement. Alors, pourquoi ne posons-nous pas de conditions sur le gouvernement? Parce qu'évidemment, ce n'est pas la pratique normale. Nous reconnaissons l'État. Et en Israël d'ailleurs, c'est une énorme concession, parce que Israël ne remplit pas la condition pour être reconnu comme un État, car il n'a pas de frontières. Les Palestiniens ont des frontières, et ils les ont définies. On peut donc dire que leur gouvernement n'est peut-être pas très stable, mais ils en ont un. Même si cela ne nous plaît pas, ils en ont un. Le problème ici, c'est que lorsque l'on commence à poser des conditions sur les raisons et la manière de reconnaître un État, il y a quelque chose de biaisé là-dedans. Et cela montre que ce que l'Occident donne de la main droite, il le reprend de la main gauche. Donc c'est un peu insensé. Et je pense que le problème fondamental ici, c'est que, de facto, nous n'avons pas de relation normale avec Israël. Aucun pays sur cette planète qui entretient des relations diplomatiques avec Israël n'a de relation normale. La raison en est qu'Israël, si vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas, vous punira. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont dit à la France. Si elle reconnaît l'État de Palestine, alors il y aura une punition de la part d'Israël. C'est un pays qui utilise le chantage comme outil de politique étrangère. Et c'est là le vrai problème dans tout cela. Vous savez, au bout du compte, nous avons tendance à traiter avec Israël comme nous le ferions avec un parrain de la mafia, parce que les gens ont peur de ce qui pourrait arriver s'ils ne font pas ce qu'Israël veut. Cela s'applique aussi au gouvernement américain. C'est la raison pour laquelle Trump a frappé l'Iran, même s'il ne voulait pas le faire au départ. Et ce n'est pas ainsi que devraient fonctionner les relations internationales. Et tout récemment, Bezalel Smotrich, l'infâme ministre des Finances du gouvernement israélien, a déclaré qu'Israël, parce que c'est un peuple élu, est au-dessus du droit international. Il l'a dit clairement. Alors, comment peut-on avoir des relations normales avec un pays qui déclare être au-dessus du droit international et qui d'ailleurs n'a jamais respecté le droit international de manière démontrable? Le problème ici, c'est clairement le comportement d'Israël. Et c'est quelque chose qui devrait être corrigé. Je veux dire, d'une certaine manière, et probablement la pression qui monte au Moyen-Orient. Et l'un des exemples en est sans doute le récent accord de défense mutuelle entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Cela illustre le fait que de plus en plus, les populations du Moyen-Orient en ont assez d'Israël. Le problème, c'est que l'Occident ne veut pas contraindre Israël. Quand je dis contraindre, c'est un euphémisme pour forcer Israël à respecter le droit international. En ne le faisant pas, en Occident, nous plaçons Israël dans une situation où il sera probablement attaqué, détruit
ou autre par le reste de la région. Vous voyez, parce que nous échouons, pas même à condamner, mais parce que nous échouons à dire à Israël ce qui ne va pas, nous créons une situation où Israël est encouragé à faire pire. Et cela est très vrai avec la récente déclaration de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, affirmant qu'Israël commet un génocide. Rappelez-vous que lorsque nous avons parlé de génocide, et lorsque la CIJ, la Cour internationale de justice, a été saisie par le gouvernement sud-africain afin d'étudier si Israël commettait un génocide, la question n'était pas de condamner Israël pour avoir commis un génocide, car la Convention de 1948 ne porte pas sur un génocide déjà commis. La Convention porte sur la prévention du génocide, ce qui signifie que si nous étions intervenus à la fin octobre 2023 ou au début de 2024 pour dire à Israël « Eh bien, vous êtes désormais sur la voie de commettre un génocide. Arrêtez, sinon il y aura des conséquences », nous aurions peut-être pu faire la différence. Nous ne l'avons jamais fait. Et beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de génocide. Et c'est vrai, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas encore eu de génocide. Le problème, c'est que la Convention sur le génocide n'est pas liée au nombre de personnes tuées. Parce que s'il y a un génocide en cours de développement, il y a une première victime, et on peut déjà arrêter le génocide à ce stade. Il s'agit de prévenir le génocide, pas de le condamner. Maintenant que la Commission des droits de l'homme a statué qu'Israël commet un génocide, nous pouvons condamner Israël pour génocide. Mais avant cela, nous ne pouvions pas. C'était un génocide plausible, ce qui signifie que nous avions, ou que les pays occidentaux avaient, l'opportunité d'empêcher cela et d'éviter qu'Israël ne se retrouve dans une situation où il serait condamné par tout le monde. Vous voyez, c'est exactement la même chose que nous avons ici, avec toute la situation. En ne conseillant pas correctement Israël, en ne l'obligeant pas à respecter le droit international, nous poussons Israël dans une situation où la seule solution sera sa destruction. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas cela? Parce que ce que nous voyons actuellement, c'est ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Notamment, le Pakistan est soutenu par la Chine. L'Iran est soutenu par la Chine. L'Arabie saoudite dispose de missiles balistiques provenant de Chine. Et maintenant, tous ces pays sont ensemble. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que ces pays. Au lieu de parler de pays sunnites et de pays chiites, on parle de pays islamiques. Le problème, c'est qu'Israël est tellement arrogant qu'il n'a pas la capacité d'identifier ses problèmes. Ou, pour mieux dire, Israël est tellement confiant que l'Occident interviendrait en cas de problème qu'il pense pouvoir se permettre n'importe quelle violation, car l'Occident viendra secourir le gouvernement israélien à la première occasion. Mais ce n'est pas ainsi que les choses devraient se passer. Nous devrions anticiper ces problèmes et forcer de manière proactive Israël à se conformer au droit international. Le Conseil de sécurité devrait envoyer une force d'imposition de la paix dans les territoires palestiniens occupés et faire en sorte que tous les Israéliens retournent en Israël en réservant le territoire palestinien aux Palestiniens. Cela devrait être l'application du droit international. Mais en ne le faisant pas, nous créons une situation où la seule solution sera la destruction d'Israël. Je veux dire, si l'on écoute ce qui a été dit récemment en Israël concernant la Cisjordanie et même Gaza, c'est que tous ces Palestiniens doivent partir et aller en Égypte. Et les Égyptiens ne veulent pas cela. Je veux dire, quand on envoie tous les Palestiniens en Égypte, c'est simplement repousser le problème, vous voyez.
kicking the can down the road, you see. So, and Egypt has understood that. That's the reason why. Et l'Égypte l'a compris. C'est la raison pour laquelle elle a fermé la frontière. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas les Palestiniens, mais parce qu'en ne fermant pas la frontière, l'Égypte jouerait le jeu d'Israël. Le territoire palestinien est un territoire palestinien, pas un territoire israélien. C'est à Israël de respecter cela, pas au reste du monde. Vous voyez, et l'Égypte l'a compris. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que l'Égypte a récemment soulevé la question de la création d'une alliance militaire afin de faire face aux problèmes israéliens. Car ils se rendent évidemment compte qu'Israël devient un problème croissant dans la région. Surtout après le bombardement de Gaza, on voit qu'Israël n'a absolument aucune honte à attaquer même ses propres alliés, dans une certaine mesure. Parce que rappelez-vous que si le Hamas est au Qatar pour des négociations, c'est à la demande d'Israël et à la demande des États-Unis. Ce qui signifie, comment peut-on faire confiance à un pays comme Israël? Et donc, il faut être, disons, plus que prudent. Il faut anticiper le fait que même si vous avez toutes sortes d'accords avec Israël, cela n'empêchera pas Israël de vous attaquer parce qu'il se considère au-dessus du droit international. Aucun autre pays au monde ne pourrait dire cela, mais seul Israël le fait. Et donc, il y a un moment où l'on se dit, eh bien, la menace est tellement évidente qu'il faut la réduire. Par conséquent, je suggérerais qu'avant d'en arriver là, les pays occidentaux devraient avoir la sagesse de conseiller Israël, voire de forcer Israël à respecter le droit international. Karl, l'envoyé américain Tom Barrack, a déclaré que Netanyahou ne se soucie pas des frontières, ni des lignes rouges, et qu'il ira partout et fera tout ce qu'il juge nécessaire si Israël se sent menacé. En observant le comportement d'Israël aujourd'hui, et pour ces dirigeants des États arabes, qui pensaient d'une certaine manière être à l'abri de la menace ou d'une attaque israélienne, ils ne ressentent plus la même chose désormais. On voit Sisi en Égypte sortir et dire qu'ils sont prêts à affronter Israël. Ce sont de nouveaux développements. On peut dire que ces dirigeants arabes ne sont pas si puissants, mais le ton change, l'attitude change. Eh bien, l'attitude change parce que l'équilibre des pouvoirs dans le monde évolue aussi. Nous venons de mentionner ce pacte de défense mutuelle entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Rappelez-vous que l'Arabie saoudite était autrefois protégée ou avait un accord de défense avec les États-Unis et qu'à présent elle cherche la dissuasion nucléaire auprès du Pakistan et non plus auprès des États-Unis, ce qui signifie que la confiance envers les États-Unis diminue. Et cela n'a rien de surprenant, car les États-Unis se comportent un peu comme Israël, pas pour les mêmes raisons, mais parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils peuvent se permettre d'ignorer le droit international. D'ailleurs, c'est dans leur propre politique qu'ils n'obéissent plus à l'ordre international fondé sur le droit, mais à l'ordre international fondé sur des règles, où les règles sont définies par les États-Unis. Ce qui signifie qu'on ne sait jamais vraiment comment les États-Unis vont se comporter. Et nous l'avons vu récemment, au cours des 6 derniers mois, avec les différentes attaques menées par les États-Unis ou par les Israéliens en plein processus de négociation. Cela signifie que tant les États-Unis qu'Israël, pour des raisons différentes, mais avec le même résultat, n'ont absolument aucune règle. Je veux dire, ils n'ont pas de règles, ils ont leurs propres règles. Mais si cela les arrange, ils attaqueront, peu importe la qualité des relations avec Israël ou les États-Unis, ce qui signifie que les relations avec ces pays sont totalement imprévisibles. Et cela explique également tous les mouvements dont nous avons parlé à plusieurs reprises concernant les BRICS et tout cela,
car les gens essayent de se protéger contre l'imprévisibilité. D'ailleurs, on observe un mouvement similaire sur les marchés financiers, et tout cela parce que ce que les gens n'aiment pas, c'est l'imprévisibilité. Il faut une certaine stabilité dans les relations politiques et financières pour, disons, élaborer sa propre stratégie. Si vous entretenez des relations avec des personnes totalement imprévisibles, comment pouvez-vous développer une quelconque stratégie commerciale ou politique? Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et évidemment, aujourd'hui, on constate que ceux qui offrent ce type de stabilité sont précisément les puissances eurasiennes. La Chine, la Russie, l'Inde. Pour cette raison, d'autres pays essaient de développer leurs relations avec ces pays qui ont, disons, une stabilité inhérente. On peut compter sur eux et pour la politique commerciale et tout cela, c'est le problème clé. Et le fait que l'Arabie saoudite cherche maintenant à trouver des solutions alternatives, à avoir, disons, une sorte d'accord de défense, illustre parfaitement l'impact décroissant des États-Unis. Et on voit aussi que les États-Unis, même s'ils prétendent être le pays le plus puissant ou une superpuissance ou peu importe, sont incapables d'imposer leur volonté à Israël. En fait, on a le sentiment que c'est l'inverse, que les États-Unis font ce qu'Israël veut et non l'inverse. C'est exactement ce que nous avons vu avec l'attaque contre l'Iran. Ce n'était certainement pas dans l'intérêt des États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis étaient en cours de négociation. Donc, lorsqu'ils ont attaqué l'Iran, c'était pour Israël, pas pour Washington. Cela signifie, comment peut-on faire confiance à un tel pays? Et il en va de même pour tous les alliés ou amis traditionnels des États-Unis. L'Égypte en est un exemple. Nous avons également vu ce qui s'est passé en Syrie. Sans même mentionner le fait que Bachar al-Assad n'a pas été renversé, mais même avec Ahmed al-Shara, on voit qu'il était ami avec tout le monde. Et maintenant, quand Israël attaque la Syrie, personne ne vient l'aider. Alors comment construire un réseau de pays amis s'ils ne sont pas fiables? On cherchera donc la fiabilité. Et évidemment, cette fiabilité est assurée par les pays eurasiens. Cela explique en partie pourquoi on observe ce déplacement de l'équilibre des pouvoirs, le pouvoir se déplaçant vers l'Est au lieu de rester en Occident. Je ne parle même pas de l'Europe, qui est totalement peu fiable parce qu'elle n'est même pas capable d'agir. Ce sont des gens qui parlent, mais qui sont incapables de passer à l'action. Et quand ils parlent, on ne comprend même pas vraiment ce qu'ils veulent. Cela signifie que l'Europe a complètement disparu, disons, de la scène mondiale. Les États-Unis sont encore actifs, mais totalement peu fiables. Et nous l'avons vu aussi avec l'Ukraine. Un jour, les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Le lendemain, ils ne la soutiennent plus. Je veux dire, comment peut-on faire une planification à long terme, ou élaborer une stratégie à long terme, ou essayer de trouver, disons, une stratégie de négociation quand on ne sait même pas comment ses alliés ou ses amis vont se comporter? Vous voyez, c'est ça le problème de l'Occident aujourd'hui. Il est tellement en insécurité, je veux dire fondamentalement en insécurité. Les gens ne savent pas quoi faire. Et c'est exactement la même chose, comme je l'ai mentionné auparavant, à propos de la Palestine. Oui, nous reconnaissons la Palestine, mais nous posons des conditions qui, en réalité, annulent presque ce que nous faisons. Comment peut-on faire confiance à ces gens-là? Au final, la seule solution est d'avoir des solutions indépendantes et locales ou régionales. Et puisque Israël est l'ennemi, alors nous le considérons comme un ennemi, et vous construisez des alliances et des coalitions ou autres afin de combattre la menace. Maintenant, quand on parle d'Israël comme d'une menace, il faut se rappeler que j'ai mentionné qu'Israël n'a pas de frontières officielles. C'est d'ailleurs le seul pays au monde qui n'a pas défini ses propres frontières.
Ce que nous voyons sur les cartes, cette sorte de forme en banane d'Israël, cette forme est en fait la ligne d'armistice de 1949, qui a été admise comme, disons, une frontière tolérée, mais ce n'est pas une frontière officielle. Et l'ONU a demandé à de nombreuses reprises à Israël de définir clairement sa frontière, mais Israël a toujours refusé. Et la raison en est que, dans l'une des lois fondamentales d'Israël, Israël n'a pas de constitution à proprement parler. Il a simplement un ensemble de lois fondamentales. L'une d'elles est la loi qui a été adoptée pour l'indépendance d'Israël le 14 mai 1948. Dans ce document, lors de sa rédaction, le comité ou la commission dirigée par Ben Gurion a envisagé l'idée qu'Israël devrait définir ses frontières. Cependant, après délibération, la commission a finalement décidé de ne pas définir de frontières. La raison est très simple. À cette époque, Ben Gurion et d'autres pensaient que le territoire d'Israël devait s'étendre vers l'Est, jusqu'à la Grande Israël. Par conséquent, les frontières qui existaient le 14 mai 1948 étaient conçues pour n'être que provisoires. Et ce qu'ils avaient en tête à cette époque, c'était de reconquérir la Jordanie, qui s'appelait alors la Transjordanie, car ce que nous appelons aujourd'hui la Jordanie, le royaume de Jordanie, faisait autrefois partie de la Palestine historique sous mandat britannique. Les premières autorités d'Israël ont envisagé l'idée de reconquérir la Jordanie et ont donc choisi de ne pas définir les frontières. Depuis lors, ils n'ont jamais défini les frontières. Mais définir la frontière devrait être une condition préalable à la reconnaissance réelle d'un État. Très récemment, Benjamin Netanyahou a mentionné que leur objectif est d'avoir un grand Israël, d'aller bien au-delà des frontières actuelles. Donc, cela signifie que lorsque nous voyons tout cela, nous constatons qu'Israël a une doctrine à moitié cachée d'expansion vers l'Est. Cette forme de banane que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une étape transitoire. Et si vous regardez d'ailleurs les cartes officielles d'Israël, vous verrez qu'elles incluent les territoires occupés. Cela signifie que pour Israël, cela leur appartient déjà. Point final. Ils doivent simplement convaincre le reste du monde, mais pour eux, c'est clair. Et cela pourrait aussi s'étendre vers l'Ouest. Et souvenez-vous, je crois que je l'ai mentionné sur votre chaîne il y a quelques semaines, que je pense que c'était Ben Gurion qui avait dit que le sud du Liban appartient à Israël. Nous voyons donc que le problème ici est qu'Israël est une entité expansionniste. C'est une entité qui méprise officiellement le droit international. Et maintenant, lorsque vous êtes un observateur extérieur, simplement un voisin de cette entité, quelle est votre réaction? Je veux dire, votre réaction est de dire, eh bien, nous devrions nous préparer à cela. Nous devrions anticiper le fait qu'Israël nous attaquera très probablement. Nous ne savons pas exactement quand, mais cela arrivera probablement. Par conséquent, nous devons anticiper tout cela en créant des coalitions ou des alliances militaires, et ainsi de suite. Et cela est évident, car il s'agit de la survie de tous ces États. C'est quelque chose qui va au-delà de toute relation qu'ils pourraient avoir avec le monde occidental. Et en plus du fait que le monde occidental, en réalité, serait plus enclin à soutenir Israël qu'à soutenir d'autres pays. Nous l'avons vu avec la Syrie, par exemple. Même lorsque tous les pays occidentaux ont applaudi l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara l'année dernière. Lorsque Israël a envahi le reste du plateau du Golan, personne n'a réagi en Occident. De même que l'année dernière en novembre, quand Israël a signé cet accord de cessez-le-feu avec le Liban, ils ne l'ont jamais appliqué. Qui a réagi négativement en Occident? Personne. Nous nous en fichons.
Lorsque Israël enfreint le droit international, il n'y a absolument aucune réaction. Donc si vous regardez cela du point de vue israélien, pourquoi devriez-vous vous en soucier ou être dérangé par cela? Je veux dire, vous savez, l'Occident finira par accepter à un moment donné ou confirmera ce que nous faisons. Alors pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Par conséquent, si vous êtes au Moyen-Orient, vous comprenez comment ce mécanisme fonctionne et donc vous créez vos propres outils pour y faire face. Et aujourd'hui, puisque nous assistons à ce déplacement du pouvoir au niveau mondial vers l'Est, et comme je l'ai dit auparavant, l'Arabie saoudite possède désormais des missiles balistiques, DF-3, DF-21, provenant de Chine. Il y a 20 ans, 30 ans, cela n'était pas possible. 20 years ago, 30 years ago, this was not possible. I mean, you had probably Soviet Union, but Je veux dire, il y avait probablement l'Union soviétique, mais seul l'Occident était en position d'avoir, disons, un rôle influent au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est très différent. La Chine, pas militairement d'ailleurs, pas par la pression militaire, mais parce que la Chine a développé des relations commerciales très étroites avec tous ces pays, et tous ces pays dépendent de la Chine pour l'accès à certaines technologies. Rappelez-vous le projet saoudien de cette immense ville, Neom, la ville high-tech. Tout cela n'est possible qu'avec la technologie chinoise. Je ne sais pas où en est le projet, mais l'Arabie saoudite cherche clairement à s'orienter vers de nouvelles technologies, car le pétrole n'est pas éternel et ils doivent donc trouver des alternatives. Et cette alternative ne sera pas offerte par l'Occident, car l'Occident n'a pas la capacité de la fournir. Par conséquent, la Chine et la Russie apportent de plus en plus de soutien. Vous voulez de l'énergie nucléaire? Vous vous adressez aux Russes. Les Russes sont probablement les meilleurs experts en centrales nucléaires au monde, même meilleurs que les pays occidentaux. Ainsi, vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez si vous envisagez simplement d'avoir la Chine, la Russie et l'Inde comme partenaires. Alors, pourquoi vous soucier de l'Occident? Et cela pourrait, à un certain moment, influencer la façon dont ces pays se comportent envers Israël, à moins qu'Israël ne réalise qu'il est probablement dans son propre intérêt de développer des relations normales avec le reste du monde, y compris avec ses pays voisins. Jusqu'à présent, si l'on regarde les 80 ans de présence d'Israël dans la région, on pourrait se demander quelle est la valeur ajoutée d'Israël. 0. C'est une valeur négative. Cela n'a apporté que destruction, mort, torture, massacre. Voilà tout ce qu'Israël a apporté à la région. Alors pourquoi devrait-on s'embarrasser à maintenir ce pays là-bas? C'est un problème, pas une solution. Donc, si Israël se rend compte qu'il a le potentiel d'être une valeur ajoutée pour la région et qu'il change donc sa politique étrangère de la confrontation à la coopération, les choses pourraient probablement changer pour Israël. Mais s'il continue sur la voie actuelle, je prédis qu'Israël sera détruit. Oui. Kamal, concernant le cas d'Israël, je ne sais pas si tu as entendu que le ministre israélien des Affaires de la diaspora a déclaré que le nouvel axe du mal était la Syrie, la Turquie et le Qatar. Et il me semble que les États-Unis n'ont aucun véritable plan pour Israël, car ils essayent de tout faire pour aider Israël d'une manière ou d'une autre. Mais ils n'ont fixé aucune ligne rouge pour le gouvernement israélien. Quand on voit Donald Trump parler de retourner en Afghanistan, à la base aérienne de Bagram, et tu sais, il dit même de la rendre à ceux qui l'ont construite, ce qui n'était pas les États-Unis, mais l'Union soviétique. C'est d'une certaine manière incroyable. Cela montre à quel point, vous savez, même le président des États-Unis ne connaît pas la réalité du Moyen-Orient. Il ne connaît pas la réalité des États-Unis quand il parle ainsi de l'Afghanistan. Et comment pouvons-nous espérer qu'il fasse preuve de rationalité lorsqu'il s'agit d'Israël?
Vous voyez le niveau d'ignorance qui règne. Je ne sais pas qui pourra. Quand on regarde l'Europe, je pense que la seule option, la seule alternative sur la table, serait la manière dont l'Europe peut en parler. Mais on ne voit pas ce genre de ténacité en Europe. Je veux dire, aller dans cette direction. Absolument. C'est quelque chose d'assez déprimant, en fait, quand on voit cela. Parce que le leadership aux États-Unis est, je veux dire, Trump se comporte comme un enfant gâté, vous verrez. Un jour, il veut le canal de Panama, le lendemain, il veut le Groenland et veut l'acheter, voire y envoyer des troupes. Parfois, cela paraît tellement puéril qu'on se demande vraiment comment des gens peuvent en arriver là, sérieusement. Je veux dire, il a probablement une bonne intention, il veut la paix, il veut arrêter la guerre là-bas et tout ça, mais on voit bien qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie pour traiter cela. Il veut l'arrêter. Et il pense que parce que les États-Unis sont si puissants, il suffit de dire « arrêtez » pour que les gens s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle il est déçu par Poutine. Parce que quand il a dit à Poutine « arrête la guerre », Poutine a répondu « mais mes objectifs sont différents ». Et maintenant, il est frustré. Je veux dire, Trump est frustré. Mais il est frustré à cause de cette approche puérile des relations internationales, où l'on ne dialogue pas avec les gens. On impose simplement les choses parce qu'on est fort. Et c'est pareil avec Bagram, cette base à Bagram où j'allais d'ailleurs quand j'étais en Afghanistan. Le problème, c'est qu'on ne comprend même pas exactement ce qu'il veut faire. Je veux dire, il s'imagine que les Américains sont les bienvenus dans un pays où ils ont mené une guerre pendant 20 ans sans rien construire. Vous voyez, c'est très intéressant puisque vous avez mentionné l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique a quitté l'Afghanistan en 1989, le gouvernement qui avait été protégé, car c'était le but de la présence soviétique en Afghanistan, était d'assurer le maintien du gouvernement en place. Ce gouvernement est resté en place plus de 2 ans après le départ des Soviétiques. Lorsque les Américains sont partis en 2021, le gouvernement qu'ils avaient mis en place n'a duré que 2 jours, si ce n'est moins. Cela montre exactement quelque chose dont je me souviens. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné. Quand j'étais en Afghanistan, j'avais un chauffeur. Ce chauffeur était Pashtun, évidemment du même groupe ethnique que les talibans. C'était un très bon gars, une personne très très gentille, et une personne âgée, très gentille. Nous avions de bonnes relations. À un moment donné, je lui ai demandé « Que pensez-vous des talibans ?» Et il m'a dit « Vous savez, nous n'aimons pas les talibans. Mais si nous devions choisir entre les Occidentaux et les talibans, nous choisirions les talibans. » Tout était dit. Point. C'est tout. C'est ça. Vous savez, le problème, c'est que l'Occident n'a jamais essayé de comprendre ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais réussi à contrôler l'Afghanistan, parce qu'ils essaient même pas de comprendre. Cela fait probablement partie de notre héritage occidental et européen. Nous pensons que nous sommes supérieurs, et donc tout le monde doit faire comme nous, et non l'inverse. En conséquence, nous avons tendance à ignorer la façon dont les gens pensent. Nous avons tendance à ignorer leur état d'esprit. Nous avons tendance à ignorer ce pourquoi ils vivent. Vous voyez, nous vivons, et je vis en Europe, je fais partie de cette culture européenne, où nous avons besoin de 2 téléviseurs et d'un ordinateur et tout cela, et nous ne pouvons pas concevoir la vie sans tous ces gadgets technologiques, parce que c'est notre perception de la vie. Mais quand on va en Afrique ou en Asie du Sud-Ouest et tout cela, les gens peuvent très bien mener une vie normale, sans avoir d'ordinateur, sans avoir 2 voitures, ou sans avoir, parce qu'ils comprennent la vie différemment.
Leur perception de la vie est différente de la nôtre. Et même parfois, je me souviens qu'en Afrique, j'ai été surpris de voir dans de tout petits villages des personnes capables de parler 5 langues couramment et qui avaient une maîtrise de l'informatique tout à fait impressionnante, même si elles n'avaient pas d'ordinateur. Mais elles étaient tout à fait capables de se débrouiller avec un ordinateur et même de comprendre toutes les petites astuces nécessaires pour bidouiller Windows ou autre. Donc, cela signifie que cette culture existe. Ce n'est pas qu'ils sont ignorants. Ils le savent. Ils comprennent parfaitement le français. Quand j'étais au Congo, par exemple, français, anglais, lingala, swahili, ils parlent toutes ces langues couramment. Ils sont allés à l'école et sont tout à fait capables de comprendre, de lire tout cela. Ils comprennent les choses, et ils comprennent même parce qu'ils écoutent beaucoup la radio, ou regardent parfois la télévision. Et ils comprennent la politique occidentale, bien mieux que nous parfois. Mais ils n'ont pas besoin de cela pour vivre. Ils peuvent avoir une vie extrêmement simple, dans un environnement très, je dirais, sain parfois. Je veux dire, ce n'est pas toujours facile pour être honnête. Et quand je dis sain, je veux dire mentalement sain, probablement, même si au Congo j'ai vu des choses terribles. Even if in Congo I have seen terrible things, but we will not discuss that today. Mais nous n'allons pas en discuter aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que ces personnes peuvent mener une vie simple. Elles n'ont pas besoin de tous les gadgets que nous pensons indispensables dans nos pays. Et cette perception de la vie est quelque chose de très difficile à comprendre avec notre culture, à moins d'avoir vécu dans ces pays, à moins d'avoir expérimenté une vie plus simple. J'ai déjà été dans des pays en crise. J'ai passé de nombreuses années en Afrique, dans des pays en crise pour l'ONU. Et évidemment, on n'a pas tous les luxes auxquels on peut s'attendre en Occident. Et on comprend mieux comment les gens peuvent percevoir la vie, parce qu'on est obligé de vivre de façon beaucoup plus simple. Et c'est exactement la même chose en Afghanistan. Nous ne pouvons pas comprendre des gens qui combattaient en Afghanistan pieds nus dans les montagnes, avec seulement des fusils très anciens ou de vieux modèles, et qui luttaient efficacement contre des armées modernes et high-tech, et ce genre de choses. Donc nous ne comprenons pas ces personnes, et nous ne voulons pas les comprendre. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes incapables de traiter les problèmes que nous constatons dans ces régions. Nous voyons que, lorsqu'il y a un problème dans cette région, la seule réponse possible est de les bombarder, d'intervenir militairement ou de les contraindre par des sanctions et ce genre de mesures. Alors que vous pourriez obtenir de meilleurs résultats simplement en discutant, en passant juste quelques heures avec eux, à leur parler, et en étant honnête dans ce que vous dites. Je veux dire, quand vous dites quelque chose, vous faites ce que vous dites. Mais nous ne sommes pas capables de le faire, parce que nous pensons être au-dessus de la loi. Nous ne sommes, à certains égards, pas très différents des Israéliens. Nous pensons que nous sommes au-dessus de la loi. D'ailleurs, la plupart des pays aujourd'hui fondent aussi leur politique étrangère sur un ordre fondé sur des règles, un ordre international fondé sur des règles, et non sur un ordre fondé sur le droit. Et cela montre bien que nous pensons pouvoir être au-dessus de la loi d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, quand on regarde les conflits que nous avons eus au Moyen-Orient, c'est surtout parce que nous n'avons pas tenu parole. Nous avons signé, nous avons décidé, nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose. Et puis l'Occident, la plupart du temps, en fait, changeait d'avis parce que ce n'était plus exactement ce qu'il voulait. Exactement comme Donald Trump l'a dit récemment. Il a demandé une révision de tous les accords politiques que les États-Unis ont signés parce qu'il estime que ces accords internationaux portent atteinte à la souveraineté américaine.
Vous voyez, c'est exactement ça. Vous savez, on ne peut même pas, et c'était tout récemment, il y a seulement quelques jours. Trump a demandé cette révision, ce qui signifie qu'ils sont prêts à simplement abandonner ce qu'ils ont signé. Comment peut-on faire confiance à de telles personnes? Vous signez un accord, et quelques années plus tard, vous l'abandonnez. Vous le jetez parce qu'il ne vous convient plus. Comment peut-on faire confiance à ce genre de personnes? How can you trust such kind of people? But we are like this. Mais nous sommes comme ça. C'est malheureusement ainsi que nous nous comportons. Dans d'autres pays, et je l'ai vu de nombreuses fois en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, bien souvent, on ne signe pas de contrat parce que la parole suffit. On vous dit « ma parole vaut ma signature ». C'est une autre façon de concevoir un certain sens de l'honneur. Et comme nous ne sommes pas habitués à cela, parce que dans notre société, nous ne pouvons pas faire confiance aux gens, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin d'un papier, d'un document, d'un papier signé et tout cela, parce que nous ne pouvons pas nous faire confiance. Mais j'ai vu des exemples très émouvants de personnes qui, même si l'accord n'était pas en leur faveur, disaient « Eh bien, c'est ce qui a été décidé. C'était ma parole. C'est ma parole. Point. » Même si ce n'est pas en leur faveur. C'est un niveau de moralité très élevé qu'ils ont, bien plus élevé que le nôtre. Et c'est exactement ce qui nous manque, et ce qui manque pour que ces gens nous fassent confiance. Parce que nous ne leur faisons pas confiance. Alors comment pourraient-ils nous faire confiance? Surtout quand nous changeons d'avis chaque jour. Et c'est particulièrement vrai avec Trump. Je veux dire, on ne parle même pas de Bagram et tout ça. Mais quand on regarde l'Ukraine, un jour c'est ceci, le lendemain c'est cela. Il coupe les financements, puis il ne livre pas les armes, et maintenant il livre les armes, etc. Tout cela crée une sorte d'incertitude au sein de la direction politique, même en Europe. C'est la raison, plus que la justification, des problèmes de drones que nous avons actuellement dans les États baltes, et ainsi de suite. Tout repose sur le fait que, soudainement, Trump a décidé qu'il ne financerait plus ces pays, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et maintenant, ils se rendent compte qu'au lieu de planifier cela à l'avance et de dire « Eh bien, dans 6 mois, je n'aurai plus la capacité de vous financer, donc j'arrêterai dans 6 mois », maintenant, soudainement, ils réalisent qu'ils n'ont plus les fonds. Donc ils arrêtent. Cela signifie que toute la direction, toute la relation politique est totalement imprévisible et peu fiable en même temps. Et c'est quelque chose que nous pouvons observer dans chaque cas que nous voyons aujourd'hui en Europe. Nous avons tellement compté sur le récit pour nous convaincre que nous sommes bons. Et soudain, nous réalisons que la réalité nous rattrape. Elle nous rattrape. Et maintenant, nous comprenons que nous avions tort. Par conséquent, nous devons soudainement changer de politique et tout cela. Et cela se fait de manière très brusque. Cela ne fait que créer plus d'incertitude. Cela engendre plus d'imprévisibilité. Et au final, cela crée une sorte de méfiance de la part des autres pays. Et logiquement, de façon prévisible, ils ne nous font plus confiance. C'est donc la raison pour laquelle de plus en plus de gens se tournent vers les BRICS et l'OCS, et d'autres organisations, parce qu'ils estiment que ces organisations sont plus fiables. Je pense que lorsque vous voyez des commentateurs politiques parler du siècle d'humiliation de l'Europe, vous pouvez comprendre que cette humiliation ne vient pas de l'extérieur. C'est vous qui la créez de l'intérieur depuis l'Europe. Vous la créez dans chaque pays qui s'ajoute à l'ensemble. Mais, vous savez, je suis convaincu que si nous étions, si l'Occident était plus honnête,
all these years of humiliation could be forgotten easily. Toutes ces années d'humiliation pourraient être facilement oubliées parce que dans ces pays, ils sont beaucoup moins, comment dire, revanchards que nous. Je veux dire, il y a différentes cultures. Certaines sont basées sur la vengeance. Les Israéliens, tout tourne autour de la vengeance. Et le mot vengeance est un concept très fort dans leur culture. C'est un peu comme ça en Occident, mais là où c'est le moins fort, à mon avis, d'après mon expérience personnelle, c'est dans les pays musulmans. Ils ont une meilleure capacité à oublier les choses si quelque chose de mieux se présente. Cela signifie que si nous étions plus honnêtes avec eux et que nous les considérions comme de véritables partenaires, toutes ces années de confrontation et d'humiliation pourraient être oubliées à condition qu'il se passe quelque chose de mieux. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne faisons que leur imposer des sanctions, des punitions supplémentaires, la menace d'intervention et de bombardement, ce genre de choses, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes. C'est très révélateur. Je ne me souviens plus si nous en avons discuté, et je ne veux pas ouvrir un nouveau chapitre, car, de toute évidence, nous n'avons probablement pas beaucoup de temps pour en parler. Mais l'importance de l'organisation de coopération de Shanghai, cette idée, cette organisation a été créée pour résoudre les problèmes d'eau en Asie centrale. C'est une organisation conçue pour régler les situations par le dialogue. Il ne s'agit pas de résoudre les conflits en ayant plus d'armées ou de coalitions ou ce genre de choses. Non, c'est un système ou un mécanisme pour engager le dialogue lorsqu'il y a des problèmes régionaux. Il n'existe rien d'équivalent en Europe. Nous avons l'OTAN, l'OSCE aurait pu jouer ce rôle, mais nous ne l'avons même pas utilisé à cette fin. Mais à l'Est, en Asie, ils ont l'OCS avant d'avoir l'équivalent d'une OTAN. En Occident, nous avons créé l'OTAN avant d'avoir un mécanisme de résolution des conflits. Je veux dire, l'ONU pourrait jouer ce rôle. Mais là encore, nous l'avons oublié parce que l'ONU est devenue tellement politisée et, disons-le, handicapée par le droit de veto et l'abus du droit de veto, surtout par les États-Unis. Cela signifie que ce mécanisme de résolution des conflits n'est plus vraiment efficace. Mais en Asie, vous avez ce mécanisme. Et beaucoup de gens utilisent désormais l'OCS pour parvenir à une résolution pacifique des conflits. Alors pourquoi l'Occident ne pourrait-il pas s'inspirer de cet exemple? J'ai toujours dit, et d'ailleurs, c'est quelque chose que les Russes ont toujours demandé en Europe, qu'il faudrait assurer la sécurité par la coopération plutôt que par la confrontation. Et je pense que c'est probablement quelque chose qui est davantage lié au continent asiatique. Il vaut mieux dire continent que mentalité, je ne sais pas. Mais en Occident, clairement, chaque fois qu'il y a un problème, il faut aller vers la confrontation. Je veux dire, quand il y a des drones en Pologne, soudain il faut envoyer plus d'avions et augmenter la présence. Même si on ne sait pas ce que c'est, cela devient tout de suite un problème militaire. Par défaut, c'est un problème militaire, avant d'être un problème politique, de politique étrangère ou autre chose du genre. Par défaut, c'est un problème militaire. Alors que dans le reste du monde, un problème, par défaut, c'est quelque chose dont on peut discuter. Ensuite, si cela échoue, on augmente probablement le niveau. Et cela, à mon avis, est probablement plus sage que ce que nous faisons en Occident. Merci beaucoup, Karl, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. That was my pleasure. Thank you very much. Thank you. Ce fut Braining. Et si beau. Merci.